Notre audition de ce jour se tient dans le cadre de nos travaux pour étudier et rechercher les causes de la réalisation des écarts de prévision fiscale et budgétaire des administrations publiques pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles notre commission s'est vue octroyer les prérogatives d'une commission d'enquête. Ces auditions obéissent au régime des auditions d'une commission d'enquête tel que prévu par l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. De façon générale, le bureau de la commission a décidé que ces auditions seraient publiques. Les deux rapporteurs de l'enquête, M. Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre, ont élaboré un questionnaire écrit qui a été communiqué à la personne auditionnée et également transmis au commissaire. Dans un premier temps, après avoir fait prêter serment à la personne auditionnée puis avoir écouté son propos liminaire, moi-même, ainsi que les rapporteurs poseront des questions. Les commissaires appartenant aux différents groupes pourront également poser des questions ensuite, si possible. C'est courte. Enfin, bon, vu le nombre présent, je serai évidemment très laxiste sur le temps de questions pour que chacun puisse les poser celles qu'il estime nécessaires. Je rappelle que notre audition est transmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement audiovisuel sera ensuite disponible à la demande. Monsieur Laurent Saint-Martin, vous avez été ministre chargé du budget et des comptes publics de septembre à décembre 2024. Je vais vous demander de prêter serment de la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Saint-Martin, je vous invite à lever la main et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous propose de commencer par un propos liminaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie à mon tour de me laisser la possibilité de répondre à vos interrogations sur les comptes 2023 et 2024. Si vous me le permettez, je structurerai mon propos en reprenant la chronologie des textes budgétaires de l'automne dernier. Comme vous le savez, le gouvernement de Michel Barnier est nommé le 21 septembre 2024. C'est à cette date que je prends mes fonctions de ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics. Je prends connaissance à ma prise de fonction des dernières remontées comptables transmises par la Direction générale du Trésor qui font état d'une dégradation préoccupante des recettes fiscales et, dans une moindre mesure, des dépenses publiques, notamment celles des collectivités. Selon le Trésor, le solde public s'établirait à moins 6,3% du PIB en 2024 et moins 6,9% du PIB en 2025, sans mesure nouvelle, du seul fait de l'évolution tendancielle des dépenses des administrations publiques. Cela représente un dérapage significatif par rapport à la prévision de juillet que les ministres avaient présentée le 9 septembre devant votre commission, faisant alors état d'un déficit à moins 5,6% du PIB en 2024 et moins 6,2% en tendanciel en 2025. Dès ma prise de fonction, dès le 25 septembre 2024, je me rends devant votre commission aux côtés du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Antoine Armand, pour faire la transparence sur l'état des comptes 2024 à la lumière des remontées dont nous disposons à ce moment-là. Je vous informe alors que le déficit pour 2024 pourrait s'établir autour de 6% du PIB. Ce sont d'ailleurs les premiers mots de ma prise de parole. Je m'engage alors devant vous à tenir toujours un discours de vérité et de transparence, et je prends le même engagement auprès de la Commission des finances du Sénat, ainsi que des commissions des affaires sociales des deux assemblées. Ce sera ma méthode durant toute la durée de ce mandat. Plusieurs exemples me viennent d'ailleurs en tête pour illustrer cela. Lorsque je suis informé, par exemple, le 14 novembre d'un dérapage de 1,2 milliard d'euros sur nos dépenses de sécurité sociale, je prends immédiatement la tâche des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat pour signaler cet écart. Afin de prendre immédiatement des mesures correctives, le gouvernement a en conséquence actualisé des trajectoires des finances publiques dans le PLFSS et le PLF en cours d'examen. De plus, il a pris des mesures pour limiter l'impact sur les finances publiques en 2024 et 2025, notamment à travers la modification de la clause de sauvegarde. J'ai par ailleurs tenu à ce que les textes financiers soient actualisés en cours d'examen jusqu'au dernier moment, à partir des informations disponibles. Par exemple, l'article d'équilibre du projet de loi de finances de fin de gestion au Sénat, mis à jour postérieurement à la CMP le 3 décembre, cette actualisation visait notamment à tenir compte d'une nouvelle information sur les recettes de TVA 2024, avec une baisse de moins 1,4 milliard d'euros. Enfin, avec Antoine Armand, nous avons pris à bras-le-corps le sujet du monitoring ou du pilotage des finances publiques en bon français. Nous avons ainsi lancé un plan d'action pour les finances publiques et installé un comité scientifique afin d'éclairer l'administration d'expertise extérieure. C'est un comité qui a deux vertus. D'abord, la transparence vis-à-vis de la société civile des méthodes de prévision, l'amélioration des modèles de prévision grâce à un meilleur dialogue entre administration et scientifiques. Également une précision sur ce sujet, la qualité et la solidité des équipes de Bercy, je l'ai dit de façon constante, n'est pas et n'a jamais été à mes yeux en question.
Je peux témoigner personnellement de leurs compétences, de leur expertise et de leur mobilisation sans faille. Le 27 septembre, le Premier ministre réunit un séminaire gouvernemental. La question budgétaire y fait l'objet de discussions dédiées et approfondies dans la perspective de la déclaration de politique générale. Le 1er octobre, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre fixe un cap extrêmement clair pour le redressement de nos finances publiques. Ramener à 3% le déficit public à l'horizon 2029, en commençant par contenir ce déficit 2025 à 5% du PIB. Ce cap est précisé dans la foulée. Il s'agit de réaliser un effort de 60 milliards d'euros pour 2025, porté aux 2 tiers par des baisses de dépenses publiques, pour 1 tiers par des hausses de contributions temporaires et ciblées. Le 8 octobre 2024, le Haut Conseil pour les finances publiques rend son avis sur les prévisions macroéconomiques et sur l'article liminaire du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2025. Il valide les hypothèses retenues par le gouvernement qui, je le rappelle, serviront également de base au texte budgétaire de fin d'année, le PLFG pour 2024, j'y reviendrai dans un instant. Concrètement, cela signifie que la prévision est sérieuse et sincère. J'ajoute que le HCFP validera une 2e fois ces hypothèses quelques mois plus tard, dans le cadre de l'examen du PLFG pour 2024. Je présente le PLF devant les commissions des finances des 2 chambres dès le 10 octobre. Le constat que nous faisons avec Antoine Armand est assez simple. Si nous ne faisons rien, la dynamique spontanée de la dépense publique pourrait porter le déficit à environ 7% en 2025, et il faut donc absolument l'éviter. Nous proposons au Parlement, comme je viens de l'indiquer, que cet effort de 60 milliards d'euros soit porté donc par 2 tiers par de la réduction de dépenses, 40 milliards d'euros, pour 1 tiers par des contributions temporaires ciblées exceptionnelles pour 20 milliards d'euros. C'est un effort alors exigeant, dont je mesure l'ampleur et dont d'ailleurs cette ampleur est à la mesure de la situation. Notre pays a accumulé une dette qui s'élève alors à 3 220 milliards d'euros, soit 112% de notre PIB au 2e trimestre 2024. Le 14 octobre, je présente dans l'hémicycle le projet de loi de règlement et d'approbation des comptes pour l'année 2023. Les comptes pour 2023 retracent une nette dégradation de nos comptes publics. En 2023, le déficit public est établi à moins 154 milliards d'euros, soit 5,5% du PIB. C'est une dégradation à la fois par rapport au résultat 2022 où le déficit s'établissait à 4,8%, et par rapport aux prévisions du dernier collectif pour 2023 qui prévoyait un déficit de 4,9% pour l'année. 2 constats sur ce niveau de déficit. Le premier, c'est que l'essentiel de la dégradation est lié au niveau de recettes, nettement moindre qu'attendu, dans un contexte dans lequel les événements exceptionnels des dernières années, en particulier les crises sanitaires et inflationnistes, ont rendu très erratique et beaucoup moins prévisible l'évolution des prélèvements obligatoires. Au total, la moins-value en recettes est de 21 milliards d'euros par rapport à ce qui était anticipé lors du débat parlementaire à l'automne 2023. C'est un sujet majeur, et alors nous nous sommes engagés avec Antoine Armand à renforcer les capacités de prévision et de suivi des dépenses et des recettes publiques au sein des ministères économiques et financiers, comme je l'ai mentionné. Le deuxième constat, c'est que la dégradation aurait été plus grave encore si le précédent gouvernement, c'est-à-dire celui dirigé par Gabriel Attal, n'avait pas agi pour maîtriser la dépense. Je tiens à cet égard à saluer l'action de mon prédécesseur, Thomas Cazenave, aux côtés de Bruno Le Maire. Grâce aux mesures de freinage déployées dès le printemps 2023, en ce temps-là c'était avec Elisabeth Borne à Matignon, notamment via la mise en réserve et par des annulations de crédits par décret de gestion, les dépenses de l'État et de ses opérateurs ont été inférieures au final de 7 milliards d'euros à ce que prévoyait la loi de finances de fin de gestion. Le 15 octobre, je complète ce tableau devant la représentation nationale lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023. L'année 2023 a été une année de rééquilibrage des comptes de la sécurité sociale. Le déficit s'est établi à moins 10,8 milliards d'euros, en amélioration de 8,9 milliards d'euros par rapport aux résultats enregistrés pour l'année 2022. C'est une amélioration sensible, bien qu'inférieure de 2,1 milliards d'euros à la prévision inscrite en LFSS initiale. Les dépenses ont donc été maîtrisées et en particulier, il faut souligner que la trajectoire de l'ONDAM a été respectée. Les recettes ont été plus faibles qu'anticipées du fait du ralentissement économique observé en fin d'année. 3 branches sont restées déficitaires en 2023. La branche maladie à hauteur de moins 11,1 milliards d'euros, la branche vieillesse à hauteur de moins 2,6 milliards d'euros et la branche autonomie à hauteur de moins 0,6 milliards d'euros. A l'inverse, les branches famille et accidents du travail et maladies professionnelles étaient en excédent.
Deux facteurs expliquent l'amélioration des comptes sociaux. D'abord, nous sommes sortis de la crise sanitaire, donc les dépenses de protection qui étaient liées au dispositif de chômage partiel et au report de charges ont drastiquement diminué. Et ce n'est pas un tabou de retirer des filets de sécurité une fois les crises passées. C'est ce qui a été fait pour la sécurité sociale en 2023, c'est ce que nous proposions de faire en 2025, aussi en retirant les boucliers tarifaires mis en place face à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Ensuite, nous avons stimulé la croissance des recettes en continuant à créer de l'emploi. En 2023, la masse salariale du secteur privé a progressé de 5,7% sur l'année. J'en viens maintenant à l'exécution 2024, dont j'ai rendu compte devant votre commission le 7 novembre 2024, lorsque je suis venu vous présenter le PLFG. Premier constat, les hypothèses macroéconomiques que nous avons retenues quelques mois plus tôt pour la construction des textes budgétaires sont une nouvelle fois validées par le HCFP. Une croissance de 1,1%, une inflation contenue à 2,1% en moyenne annuelle, avec toutefois une zone d'incertitude sur les prix de l'énergie, compte tenu des risques sur les marchés du pétrole résultant de la situation au Proche et Moyen-Orient. Le Haut Conseil des finances publiques estime que les prévisions de croissance et d'inflation retenues dans le PLFG sont alors réalistes et que notre prévision de déficit est, je cite, plausible. Je reconnais alors très clairement devant vous que l'exécution 2024 a été marquée par un écart sensible par rapport à la prévision. La loi de finances initiale pour 2024 prévoyait un solde à moins 4,4%. Le PLFG prévoit un solde à moins 6,1%. Cet écart représente environ 50 milliards d'euros, principalement liés, vous le savez, à l'évolution des prélèvements obligatoires. Le niveau des prélèvements est révisé à la baisse pour environ 42 milliards d'euros par rapport aux prévisions initiales, chiffre qui s'explique pour moitié par l'exécution constatée en 2023. L'écart par rapport à la prévision initiale résulte également et dans une moindre mesure du dynamisme des dépenses publiques. Je tiens là aussi à rappeler les efforts déployés en gestion par le gouvernement précédent pour freiner les dépenses. Dès février, un décret d'annulation a été pris à hauteur de 10 milliards d'euros. À l'été, ont été fixées au ministère en cours d'année des cibles d'exécution exigeantes pour 2024. La réserve de précaution est portée à plus de 16 milliards d'euros dans le cadre du surgel de juillet. Donc nous nous sommes appuyés sur ces deux mesures et nous proposons alors, dans le cadre du PLFG, des annulations de crédit à hauteur de 5,6 milliards d'euros sur le périmètre de dépenses de l'État, qui était le maximum de freinage que nous pouvions faire à ce moment-là du calendrier. Au total, les 3/4 des 16 milliards d'euros de crédits mis en réserve ne seront pas consommés en 2024. Avec les annulations du décret de février, ce sont plus de 15 milliards d'euros de réduction des dépenses de l'État en cours d'année. C'est inédit. En tenant compte des mouvements inverses, en particulier l'effet des reports de crédit de 2023 et des ouvertures de dépenses imprévues et exceptionnelles pour 4,2 milliards d'euros, au total, l'exécution des dépenses de l'État est prévue 6 milliards d'euros en deçà du niveau prévu en loi de finances initiale. Concrètement, la cible d'exécution pour 2024 en dépenses notifiées par Bruno Le Maire sous l'autorité de Gabriel Attal s'est levée à 487 milliards d'euros et la cible d'exécution prévue par notre PLFG s'élève à 486 milliards d'euros, c'est-à-dire moins. Nous avons donc fait le maximum de ce qui était possible de faire afin de maîtriser la dépense en 2024 dans le cadre et le calendrier qui était le nôtre. Je tiens à insister sur le fait que la prévision de croissance et de déficit public retenue pour l'année 2024 dans le cadre macroéconomique des textes financiers et surtout du PLFG 2024 ont été respectées. Non seulement la prévision de 6,1% de déficit public est atteinte, elle est surtout légèrement améliorée puisque le déficit devrait finalement s'établir à 6% selon les dernières informations disponibles. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le député, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur Saint-Martin. Bien, je vais commencer donc une première question. Hier, lors de son audition devant cette commission d'enquête, Antoine Armand a été interrogé sur le redressement du déficit pour 2024, ou du moins sur la capacité du gouvernement de M. Barnier d'y parvenir. Je rappelle rapidement la chronologie. 9 septembre 2024, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave sont venus peu de temps avant votre nomination nous informer d'une aggravation du déficit de 5,1 à 5,6. 2 jours après cette audition, le 11 septembre, le Trésor actualise les prévisions. Une note est transmise au ministre pour les informer que le déficit s'établirait finalement à 6,3, moins 6,3, avant l'application des lettres de plafond et économie en discussion. Début octobre, lors du dépôt du PLF pour 2025, c'est finalement une prévision de 6,1 qui a été retenue. Mais ce chiffre a été contesté par l'équipe précédente. Elle a effectivement considéré que vous avez choisi de laisser le déficit filer alors que l'objectif de 5,5 était tenable. Ça a été répété ici, notamment par Bruno Le Maire, lors des auditions. Je voudrais donc savoir
si l'objectif de 5,6% que les ministres nous avaient présenté à la fin de l'été n'était pas trop optimiste, à votre arrivée, les mesures proposées pour y parvenir étaient-elles crédibles? Je pense notamment, par exemple, à la proposition de Bruno Le Maire d'annuler l'ensemble des crédits mis en réserve, soit 16,7 milliards d'euros. Alors je vous pose aussi cette question parce qu'hier, on a posé la même question à Antoine Armand, qui nous a dit que c'était en dernière instance le Premier ministre qui prenait ces décisions et que pour Bercy, c'était vous, en l'occurrence, en tant que ministre des Comptes publics. Et j'ai bien senti que c'était donc à vous qu'il fallait que je pose cette question. Merci, Monsieur le Président. Sur les différences d'appréciation du solde public en fin d'année 2024 par rapport à la connaissance des prévisions possibles par rapport aux différentes notes du Trésor à l'instant T, il est donc cohérent que les prévisions qui étaient à l'époque de 5,6% à la connaissance du gouvernement Attal aient amené les ministres à l'époque à prévoir un atterrissage sur l'année 2024 à 5,5%. Ce que j'ai expliqué dans mon propos liminaire, c'est que quand je suis arrivé, moi, au ministère du Budget et des Comptes publics, sous le gouvernement de Michel Barnier, nous avions une nouvelle note du Trésor qui donnait à moins 6,3% la prévision d'atterrissage en 2024. C'est donc sensiblement différent. Mais l'effort de freinage de la dépense publique a bien été similaire entre le gouvernement Attal et le gouvernement Barnier. Il peut y avoir quelques choix marginaux différents, mais enfin, l'effort de réduction du déficit a été le même. C'est juste que nous ne partions pas de la même base de prévision du déficit par des notes du Trésor qui n'étaient pas à la même date et au même moment. Et donc, c'est normal que la prévision d'atterrissage, si vous me passez l'expression, puisque nous ne pouvons pas suivre au jour le jour, bien sûr, ce qui rentre et ce qui est dépensé. Donc, il est normal que les prévisions d'atterrissage aient pu être différentes entre le gouvernement précédent, celui de Michel Barnier, et le gouvernement de Michel Barnier auquel j'appartenais. Sur la question du gel des crédits ou du surgel des crédits du mois de juillet et ce que l'on peut annuler. Au final, je l'ai dit, les trois quarts des 16 milliards d'euros entre les reports et les annulations de crédits n'ont pas été consommés en 2024. Les trois quarts des 16 milliards n'ont pas été consommés. Les annulations de crédits, donc à la hauteur de ce que j'ai cité, sont toutes les annulations de crédits que nous avons pu faire une fois que l'on a retranché les reports. Et vous vous souvenez des débats que nous avons eus, c'est vrai que nous avons depuis quelques années des reports plus importants que la normale, notamment liés au plan de relance, mais pas que. Et c'est vrai que ça, c'est une chose que nous devons réduire année après année. Une fois retranchés les reports, une fois évidemment financé les dépenses inéluctables de fin de gestion, nous avons freiné, nous avions eu un débat effectivement important lors du PLFG là-dessus, nous avons annulé tous les crédits que nous pouvions faire sans évidemment nuire à la continuité de l'État et sans nuire à la dépense inéluctable. Et aussi, il faut le dire, en ouvrant un certain nombre de crédits qui nous apparaissaient comme strictement nécessaires. Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie, je pense notamment aux primes des fonctionnaires pour les Jeux Olympiques, etc., qui est à hauteur de 4,2 milliards, si ma mémoire est bonne, à l'époque. Donc voilà, Monsieur le Président, pour vous répondre là-dessus. La logique de freinage au maximum de la dépense publique, et notamment de la dépense de l'État, a été, à mes yeux, similaire entre ce que le gouvernement Attal avait initié. Et d'ailleurs, je le dis dans mon propos liminaire, heureusement que 10 milliards d'euros avaient été annulés en février. Heureusement que le surgel du mois de juillet avait été anticipé. Heureusement que les lettres plafonds avaient été anticipées à l'été aussi, permettant au PLF 2025 de partir sur des bases de freinage de la dépense publique qui sont aujourd'hui, je le crois toujours, extrêmement nécessaires. J'ai du mal à poser ma question, alors je vais vous la refaire autrement. Moi, je ne vous posais pas seulement la question de ce que vous avez pensé à ce moment-là. Ma question, c'était que bien plus tard, alors, dès octobre, ici d'ailleurs, dans les débats avec certains membres du socle commun qui expliquaient qu'il aurait mieux valu un PLFR qu'un PLFG, mais également, encore récemment, je dis notamment Bruno Le Maire, mais pas que, je crois que Gabriel Attal en a également parlé, l'idée défendue, c'est que vous auriez pu ne pas vous contenter d'atteindre, de vous donner comme objectif 6,1, mais qu'il était encore possible, en réalité, d'atteindre 5,6 quand vous étiez ministre. Ça nous a été dit. Donc moi, c'est
c'est votre regard là-dessus que j'aimerais connaître. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les ministres précédents, au moment où ils ont dit ça et au moment où ils l'ont assumé plusieurs mois plus tard, étaient trop optimistes? Comment vous voyez en réalité, comment vous voyez cette critique? Parce que c'est une critique un peu implicite, quoi. Non, à nouveau, on ne partait pas. J'ai compris. Oui, mais c'est important parce que si j'avais eu une prévision moi-même de déficit de fin de gestion 2024 à 5,6, l'atterrissage à 5,5 m'aurait semblé tout à fait possible. En revanche, entre 6,3 et 5,5, ça nécessite un quantum de fin de gestion d'à peu près 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Il n'y avait pas sur la table des propositions permettant de faire 20 milliards d'euros d'économies. Quant au PLFR, ça c'est une autre question. Le PLFR, l'arbitrage qui a été rendu dès le tout début de la mise en place du gouvernement de Michel Barnier, c'est de ne pas procéder à un projet de loi de finances rectificative vu le calendrier. Je ne dis pas qu'un PLFR en soi est nécessairement une mauvaise décision. Je dis qu'en fin de gestion, effectivement, avoir un PLFR, d'abord, ça en limite les effets. Et puis, alors que le projet de loi de finances pour 2025, et nous étions tous les deux régulièrement ensemble à ce moment-là, était déjà sur le débat fiscal sur 2025, il n'était pas souhaitable de faire un PLFR en même temps. Je rappelle par ailleurs que, souvenez-vous, la modernisation de la LOLF qui a été votée en 2020 a justement introduit la loi de finances de fin de gestion permettant de ne pas avoir un double débat fiscal à l'automne, alors que le projet de loi de finances sur l'année N+1 le permet déjà. Et donc c'est pour cela que l'arbitrage de ne pas faire de PLFR, que je soutenais, a été pris là-dessus, et que la priorité pour réduire au maximum le déficit sur l'année 2024 devait passer par l'annulation de crédit. C'est ce qui a été fait, encore une fois, autant que de possible, au vu du calendrier et de mesures que nous avions. D'accord. Donc vous estimez-vous que l'idée de rester sur un objectif 5,5, 5,6 à partir de l'été, enfin de la fin de l'été 2024, si j'ai bien compris, aurait nécessité 20 milliards de plus d'économies, et pour vous, ce n'était pas tenable? À partir du moment où nous avions connaissance que la nouvelle estimation était de 6,3% de déficit, absolument. Ouais. D'accord, ok. Il y a autre chose qui m'a étonné dans cette période, c'est qu'il y a le chiffre, vous l'avez répété tout à l'heure, il y a un chiffre qui a circulé, qui a été le chiffre de 7%. Bon, pour si rien n'était fait pour 2025, enfin, disons à crédit constant et à dispositif constant. Pourquoi ça m'a étonné? Parce que ça correspondait au moment où également Michel Barnier disait la situation est encore pire que je l'imaginais. Et quand j'ai regardé un peu ce chiffre, je me suis aperçu que en réalité était donné à ce moment-là par le gouvernement un chiffre qui tenait compte non seulement de l'inflation, mais surtout de la croissance tendancielle, quoi, pour aller vite. Bon. Alors j'étais étonné, je trouve que c'est une excellente chose, je pense que c'est toujours ce chiffre-là qu'il faudrait prendre en compte, mais sauf que de mémoire, je n'ai pas vu un gouvernement afficher ce chiffre-là les années précédentes. Donc j'aimerais savoir pourquoi ce chiffre a été retenu. Est-ce que ce n'était pas finalement pour alarmer encore plus sur la situation et j'allais dire montrer encore plus les efforts nécessaires à faire? Moi, je cite dans mon propos liminaire ce que contient la note du Trésor, en toute transparence, puisque c'est bien l'objet, je le crois, de cette commission d'enquête. Et effectivement, cette note du Trésor alerte sur l'évolution tendancielle s'il n'y a pas de mesure de freinage de supplémentaires prises. Là où je vous rejoins, c'est que, par définition, si rien n'est fait, ne veut pas dire grand-chose en politique, puisque par définition, une loi de finances, c'est de prendre des mesures. Donc, la question n'était pas de dire que rien n'allait être fait. La question était de bien prendre en considération ce que cette note mettait en avant, c'est-à-dire une évolution tendancielle, mais ce qui existe tous les ans, de la dépense publique et des recettes fiscales et sociales de notre pays, et que, effectivement, il était nécessaire à ce moment-là, pour le budget 2025, ce que nous avons toujours dit avec Antoine Armand de façon constante, de procéder à un effort significatif, que nous estimions à l'époque à hauteur de 60 milliards d'euros, pour pouvoir arriver à une première étape en 2025, qui était un déficit de 5%. 5% qui nous paraissait une marge nécessaire pour pouvoir parvenir à 3% en 2029. C'est pour ça que nous avons effectivement insisté sur ce point-là. Mais le 7% ou le 6,9% pour être exact à ce moment-là sur la note du 11 septembre, c'est bien une tendance qui est estimée
confirmé par la note de la Direction générale du Trésor à ce moment-là, mais qui est finalement quelque chose qu'on pourrait faire chaque année. Mais ça ne veut pas dire que rien ne sera fait. Ça veut juste dire qu'à mesure constante, ce serait l'évolution tendancielle et des recettes et des dépenses. Non, mais moi, je nie pas que ce chiffre-là a été mis dans une note. Ce que je pointe simplement, c'est que les gouvernements successifs n'ont pas forcément communiqué sur ce chiffre, et que là, ça a été le cas. Bien, je voudrais revenir sur la question des recettes. Ici même, bon, vous savez que j'estime que les baisses d'impôts qui se sont chiffrées à 62 milliards en 2023 et qui ont notamment été quand même orientées vers la part les plus aisées et même très aisées de nos concitoyens, explique fortement la question du déficit. Ça a été même confirmé ici par l'économiste Ekal et même par le Premier ministre Gabriel Attal, qui s'est félicité qu'on note que les dépenses publiques n'avaient pas explosé, mais que c'était bien une question de recettes qui n'était pas aussi forte que celle qui avait été exprimée, qui explique le déficit. Bien. Mais du coup, moi, je lui ai posé à ce moment-là la question, et je vais vous la reposer à vous. C'est à partir du moment où on diagnostique que le problème sont les recettes et que les dépenses n'ont pas augmenté, pourquoi le seul effort ou l'effort le plus considérable est fait sur la baisse des dépenses? Alors hier, Antoine Armand a justifié ça au nom de la courbe de l'affaire, qui, contrairement à ce qui a été dit ici, est quand même une théorie qui est au moins interrogée, voire critiquée. Mais bon, soit, c'était sa position. Moi, j'aimerais connaître la vôtre. Est-ce que vous estimez que ce qui a été mis en place par le gouvernement, votre gouvernement, notamment des mesures portant à 8 milliards d'euros sur les forfaits, soit sur les ultra-riches, soit sur les grandes entreprises, était suffisant par rapport finalement à des mesures fiscales qui ont en partie expliqué la baisse des recettes, notamment en 2023-2024. Merci, Monsieur le Président. Là, vous me posez une question finalement de choix politique. Ça m'intéresse. Ça, je n'en doute pas. Que je crois d'ailleurs, nous avons eu à plusieurs reprises lors de l'examen budgétaire. Nous n'avons pas effectivement la même appréciation de l'outil fiscal pour résoudre la problématique des finances publiques, mais même en général en termes de politique économique pour notre pays. Et je crois que c'est très sain que nous puissions avoir des positions très différentes là-dessus. Je considère effectivement que dans un pays où les prélèvements obligatoires sont déjà les plus élevés d'Europe, l'impôt ne peut pas tout résoudre, que le débat fiscal que nous avons eu en première partie du projet de loi de finances 2025 a d'ailleurs démontré que la limite que nous pourrions avoir dans ce pays à passer par l'outil fiscal était, je crois, assez sensible. Et souvenez-vous des débats que nous avons eus. Il y avait aussi beaucoup d'opposition au fait de passer par de nouveaux prélèvements obligatoires. Ce que je crois a été fait avec justesse dans ce projet de loi de finances 2025 tel que présenté par le gouvernement de l'époque de Michel Barnier, c'est celui de se concentrer sur des prélèvements obligatoires qui devaient contribuer à la réduction du déficit, parce que tout ne pouvait pas passer dans un quantum de 60 milliards d'euros par de la réduction de la dépense, mais à partir du moment où ces prélèvements obligatoires étaient ciblés, temporaires et exceptionnels. Et ça, c'est un mantra, et nous n'avons jamais varié de cela, avec notamment deux grandes mesures. La première, c'est la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, avec un rendement estimé à 8 milliards d'euros à l'époque, qui était une mesure contestée par beaucoup d'autres groupes, par ailleurs, et que nous avons assumée, parce que nous considérions qu'après, notamment la crise sanitaire qui avait très fortement protégé notre tissu industriel et d'entreprise, il était normal que les plus grandes entreprises, je rappelle que c'était un chiffre d'affaires au-delà d'1 milliard d'euros, que les plus grandes entreprises devaient contribuer à cet effort de réduction du déficit public. Donc ça, c'était la première grande mesure. La deuxième, c'était une mesure que je qualifiais davantage de mesure de justice fiscale, qui était la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, et qui était une sorte de souvenez-vous, d'ailleurs ça a été repris par le gouvernement actuel, c'était une forme de filet anti-optimisation permettant de ne pas avoir un taux moyen d'imposition pour les
aux revenus. C'était à l'époque 500 000 euros par an pour un couple, permettant de s'assurer. Et là, le rendement était estimé à l'époque à 2 milliards d'euros. Donc au total, vous aviez un rendement à hauteur de 10 milliards d'euros sur les 60 qui étaient liés à deux mesures phares sur la hausse des prélèvements obligatoires là-dessus. Donc je crois que nous l'avons fait, utiliser le levier fiscal. Nous ne l'avons absolument pas mis de côté. Ça nous a même parfois été reproché par d'autres formations politiques. Et je considère que quand on parle de fiscalité, quand on vous reproche d'un côté de ne pas en faire assez et de l'autre côté d'en faire un peu trop, peut-être, c'est peut-être une faiblesse d'esprit de croire ça, peut-être que vous êtes au bon endroit. Oui, oui, enfin ça, bon. Ça, c'est une rhétorique qui peut discuter. Juste comme ces commissions d'enquête servent aussi à échanger des arguments, parce que vous avez vu le même argument qu'hier, Antoine Armand, puis qu'en général, sur les prélèvements obligatoires où on serait champion d'Europe. Ce n'est pas le cas dès lors qu'on monte au niveau des revenus. Je vous rappelle quand même que le rapport de la Cour des comptes sur le niveau d'imposition comparé montre que dès lors qu'on est à 50% au-dessus du revenu moyen, la France est troisième en Europe, derrière le Danemark et l'Allemagne, et à 250% du revenu moyen, elle n'est plus que cinquième, la Belgique est devant, etc. Et ça sur des pays cibles. C'est juste pour... Et là, les questions des taxes dont je parle, elles concernent bien cette population-là, mais j'ai retenu que vous estimiez que les mesures prises étaient suffisantes. Je voudrais vous interroger maintenant sur les prévisions de recettes. Alors, on le sait, l'optimisme des gouvernements précédents explique les écarts sur les recettes en 2023 et 2024, et cette cause était bien connue lorsque le budget 2025 a été préparé. Je voudrais donc savoir, dans les quelques semaines au cours desquelles vous avez participé à l'élaboration du budget, quelles précautions ont été prises pour éviter finalement de se retrouver à nouveau avec de tels écarts? La question que vous posez finalement renvoie à la problématique de l'élasticité qui est, je crois, au cœur du différentiel entre les taux de croissance et le niveau de recettes. C'est l'explication première des mauvaises surprises qu'il y a pu avoir en 2023 et 2024 en termes de recettes fiscales. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la crise, notamment Covid, et puis ensuite inflationniste, il y avait eu, à l'inverse, un écart favorable aux recettes fiscales par rapport à la croissance. Donc, il y avait eu effectivement une prévision d'élasticité qui avait été inférieure au réel sur 2022, et puis qui avait été effectivement dans l'autre sens en 2023, et puis en 2024. Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier que quand vous vivez, quand votre économie, ça a été le cas aussi d'autres pays voisins, on n'a pas été les seuls à vivre cela, quand vous vivez un certain nombre de chocs exogènes aussi violents que peut l'être la crise Covid, c'est-à-dire vous mettez tout à l'arrêt, que vous mettez des mesures qui étaient extrêmement sollicitées par tous ces bancs, qui étaient des mesures de soutien, qui étaient des mesures de maintien d'emploi, qui étaient des mesures de maintien d'activité, et bien derrière, vous créez évidemment des conditions qui sont anormales dans l'économie française d'activité. Et tant mieux, ça prouve que notre pays sait protéger l'ensemble de ses acteurs économiques et sociaux dans des cas de très grande violence comme la crise sanitaire a pu le provoquer. Idem sur la crise inflationniste liée à la guerre en Ukraine. On avait le choix soit de laisser filer les factures d'électricité, soit de les contenir pour protéger et le pouvoir d'achat et la compétitivité. Ça a été fait avec des mesures de bouclier tarifaire. Tout cela, une fois que vous les enlevez et que vous mettez des mesures de relance, alors cela crée des comportements entre la recette et l'activité, c'est-à-dire entre les recettes fiscales et la croissance, qui sont très difficiles à mesurer, qui sont très difficiles puisqu'on n'est pas dans des modèles de temps long normaux. Et donc, il peut y avoir des écarts. C'est ça qui s'est passé. Et donc, il y a eu des écarts effectivement significatifs, d'abord à la hausse sur le début des effets du plan de relance, et puis ensuite à la baisse, notamment sur l'année 2023 et 2024. Cela s'est notamment fait par la transformation de la composition de la croissance que ça a créée, et notamment sur les recettes de TVA. Sur les recettes de TVA, c'est le fait que, en mettant des outils, encore une fois, qui étaient à la quasi-unanimité, qui étaient des outils de relance, vous créez souvent, parfois, des recettes qui elles-mêmes ne permettent pas de générer de la TVA, qui sont des hors TVA. Et donc, c'est le cas, par exemple, de l'exportation plutôt que de la consommation. C'est le cas aussi quand vous permettez, avec l'activité partielle, de maintenir un certain nombre de recettes sans créer de l'activité complémentaire. Et donc, vous pouvez avoir ce différentiel qui se crée. Il a été calculé, mais il a été calculé effectivement avec des
erreurs entre la prévision et l'exécution, parce que nous étions dans une situation, mais qui était inédite, de la même façon que nos voisins ont aussi connu des différences d'élasticité entre les niveaux de croissance et les niveaux de recettes, parce que nous étions dans des situations inédites à la fois par la violence des chocs que les crises représentaient, mais aussi par les outils de relance qui ont été initiés derrière. Ce qui est important, Monsieur le Président, à mes yeux, c'est que ces niveaux d'élasticité reviennent effectivement avec des prévisions qui soient le plus maîtrisées possible. Dans le comité scientifique, il y avait notamment ces travaux-là, avec la nécessité de mieux comprendre comment il y a pu y avoir des écarts et la nécessité de reconstruire des modèles qui puissent utiliser aussi cette expérience-là pour améliorer les prévisions là-dessus. Voilà, j'espère que ça répond à votre question là-dessus sur les. En tout cas, ça me donne votre réponse. Donc, pour vous, c'est la question d'élasticité qui était quand même moindre dans les pays voisins, mais qu'importe. Elle est due d'abord et avant tout à une situation anormale créée par deux événements, le Covid puis la guerre en Ukraine, d'accord. Elle n'est pas due au fait, finalement, que vous avez peut-être pensé dans les prévisions de recettes que la mariée était trop belle, c'est-à-dire que votre politique économique allait produire des effets surestimés, notamment en termes de recettes. Ça, vous pensez que ça ne peut pas rentrer en compte? Si tous les ans, ça avait été dans le même sens, ça pourrait effectivement être un bon argument. Sauf que la mariée n'était même pas assez belle sur les années précédentes 2023. Donc ça a été l'inverse. Si vous voulez, la courbe d'élasticité n'a pas suivi celle de la prévision. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu plus de recettes fiscales qu'estimées, qu'attendues, et après, il y en a eu moins qu'attendues. La moyenne, au final, est plutôt proche de l'estimation. Je ne dis pas que c'est une bonne réponse, mais je dis juste que la moyenne, au final, est assez juste. C'est juste qu'elle ne s'est pas passée selon exactement la même forme de courbe que ce qui était initialement estimé par nos prévisionnistes. Et donc, ce n'est pas une question d'être toujours trop optimiste, puisque vous pourriez faire le reproche inverse sur les premières années, 2021 et 2022. C'est l'inverse. Ils n'avaient pas été assez optimistes, les gouvernements précédents, puisqu'il y avait eu plus de recettes. À cette époque-là, ça choque toujours moins, c'est normal, quand il y a un surplus fiscal que quand il y a un trou dans les recettes fiscales. Enfin, moi, je me rappelle avoir expliqué qu'à partir du moment où on a été au fond de la piscine et que vous revenez à la surface, c'est normal qu'il y ait une croissance assez exceptionnelle qui fasse plus de recettes, même si la seuil est baissée. Est-ce que moi j'observe, alors, en termes de chiffres retenus par le précédent gouvernement fin 2023, les chiffres, également des alertes qu'ils avaient de manière contemporaine, à la fois sur le déficit de 2023 et ce qui était déjà annoncé pour 2024, manifestement, ils ont pris des chiffres qui ne tenaient pas compte de ces alertes, tant dans le PLF que dans la loi de programmation. Vous, quand vous êtes au gouvernement, les chiffres d'inflation sont encore annoncés à 1,8, ils vont baisser à 1,4 pour le budget qui va être redéposé en janvier, et vous étiez à 1,1% de croissance, et ils vont être estimés finalement à 0,9. Bon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi un effet d'un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue? Alors déjà, c'était vrai en 2024, et c'est encore plus vrai pour vous, de finalement, pour essayer de passer l'obstacle, de prendre les chiffres... je ne dis pas d'inventer des chiffres, mais disons de prendre les chiffres les plus optimistes pour arriver à bâtir quelque chose qui a des chances d'être adopté, ou en tout cas à être moins bloqué possible. Est-ce que la situation de ne pas avoir de majorité ne peut pas induire justement des effets sur les prévisions? Écoutez, je vais vous répondre sur la période qui a été la mienne. Il y a toujours eu le souci, d'abord, de lire avec beaucoup d'attention les prévisions qui nous étaient proposées, d'essayer de construire un budget dans le calendrier qui était le nôtre le plus sincère et d'être très à l'écoute des retours et des commentaires, notamment du Haut Conseil des finances publiques, qui est là aussi pour juger de la crédibilité de ces prévisions-là. Et je l'ai dit et je le répète, il était très important pour nous d'avoir en commentaire du Haut Conseil des finances publiques le caractère crédible et plausible de nos prévisions de croissance et d'inflation, ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas. Et je le répète, sur l'atterrissage de la fin de gestion 2024, qui sera finalement, de mon mandat, ma seule vérité des prix, sur les prévisions que j'ai moi-même formulées avec Antoine Armand, nous avions dit 6,1,
Cela, quand nous étions encore à ce ministère, a bien été maintenu à 6,1 et maintenant s'améliore même à 6%. Donc je considère là-dessus que nous n'avons jamais été trop optimistes. Nous avons toujours été prudents, mais surtout justes, je le crois, dans nos prévisions, et elles ont toujours été qualifiées comme telles. J'ai une dernière question. Dans la période précédente, notamment au printemps 2024, les personnes qu'on a auditionnées, que ce soit le Premier ministre de l'époque, ministre de l'économie, et même précédemment d'ailleurs le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, tous nous parlent sur le sujet du budget au moment où il y a des grandes décisions à prendre, de réunions à l'Élysée et d'entretiens, y compris téléphoniques, avec M. Koller. Je voulais savoir si vous, dans la période où vous étiez au gouvernement, vous avez eu de tels rapports avec l'Élysée sur la question du budget, que ce soit dans des réunions ou des coups de téléphone et autres. Non, le fonctionnement sur la construction et pendant l'examen du budget est très simple au sein du gouvernement. Les arbitrages se font à Matignon. J'étais par ailleurs, c'était une fonction d'ailleurs assez originale là-dessus, moi-même ministre auprès du Premier ministre là-dessus. Donc les contacts, les arbitrages, les décisions, évidemment, étaient sur ma proposition, mais toujours arbitrés par le Premier ministre, en lien évidemment avec son directeur de cabinet et son cabinet. D'accord, donc vous n'avez eu aucun contact, etc. D'accord. Ok, merci. Mathieu Lefebvre, c'est à vous la question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué la mise en place du comité scientifique à Bercy avec des personnalités extérieures. Antoine Armand nous a dit hier qu'il y avait eu un premier relevé de conclusion fin décembre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer les pistes qui ont été évoquées, à la fois pour améliorer le suivi de la dépense et des recettes? Et je viendrai ensuite dans le détail peut-être sur vos préconisations, en tout cas votre sentiment sur l'amélioration des prévisions de recettes d'impôt sur les sociétés. Le Sénat propose notamment de supprimer le mécanisme d'autolimitation, peut avoir des effets de contrainte pour nos entreprises. Est-ce que vous considérez que ce type de mesure est à même d'améliorer la prévision d'impôt sur les sociétés? Excusez-moi, monsieur le rapporteur, je vous demandais de répéter votre deuxième question parce que j'étais... Le Sénat propose de supprimer le mécanisme d'autolimitation par les entreprises sur l'impôt sur les sociétés afin d'éviter les écarts à la prévision et la volatilité du cinquième acompte, ce qui crée une forme de contrainte supplémentaire et un peu moins de souplesse pour les entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est une piste vers laquelle on doit aller? Ou bien, Antoine Armand a proposé également, et d'autres personnes auditionnées, de faire un échantillonnage des entreprises tout au long de l'année pour éviter de se fixer sur l'EBE et donc d'avoir une prévision erronée comme nous l'avons eu. Oui. Sur le comité scientifique, les conclusions que vous évoquez, elles ont été transmises après la fin de mon mandat, donc elles ne m'ont pas été directement communiquées. Ceci dit, j'ai souvenir de l'installation de ce comité scientifique, et c'est vrai que il y avait... Je crois que c'était vraiment quelque chose de nécessaire, qui va permettre d'abord d'avoir, comme je le disais en propos liminaire, la jonction du scientifique et de l'administratif de façon plus ambitieuse, et je crois que c'est nécessaire là-dessus, de mieux comprendre justement la période que le président a citée entre le cœur de la crise et les périodes de rebond et de relance. Et je pense que ce ne doit pas être considéré comme l'alpha et l'oméga de la correction des erreurs de prévision possibles. Mais en tout cas, c'est un outil supplémentaire qui, à mon avis, peut à la fois utiliser la connaissance de ces dernières années et puis proposer, je crois, des modèles plus sûrs et plus sur le temps long et en intégrant comment de tels chocs exogènes peuvent aussi transformer la croissance. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer quand même la nature de la croissance qui a vraiment changé de forme par les outils publics, mais aussi, naturellement, par le comportement des agents économiques. Sur, justement, le sujet des recettes fiscales, créer une contrainte supplémentaire pour améliorer la prévision, pour moi, c'est rarement une bonne idée quand on parle des entreprises. Mais ça, c'est plus une conviction politique qu'une certitude statistique et scientifique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être peut-être plus en connaissance et plus en capacité à anticiper
les comportements des entreprises, ça c'est vrai. Mais je me méfie toujours, moi, de l'outil contraignant qui, à la fin, ne crée pas souvent de bonnes nouvelles en termes de niveau de recette. Je crois que vous serez d'accord avec ça. Permet peut-être de mieux piloter en théorie, mais si c'est à la fin pour avoir de très mauvaises nouvelles fiscales, parce que la contrainte a créé souvent beaucoup moins de comportements d'investissement et de capacité justement à payer ses impôts dans notre pays, je crois que ça ne serait pas une bonne méthode. Donc je me méfie de ce genre de propositions, pour être honnête là-dessus. Par contre, être davantage en amont et davantage en connaissance, par exemple, du 5e acompte, c'est clé. Et peut-être qu'on l'est trop tard, ça c'est vrai. Et sur l'échantillonnage, Monsieur le ministre? Oui, je pense que c'est effectivement une bonne proposition. Merci beaucoup. Vous êtes en charge des comptes sociaux également. Est-ce que vous diriez que le pilotage de l'évolution de la masse salariale peut être amélioré? Alors, il ne me semble pas que vous avez connu les mêmes difficultés qu'a connu le précédent gouvernement, avec une masse salariale qui a été un peu surestimée au dernier trimestre 2023, mais il nous a été dit dans nos auditions que la masse salariale était évaluée avec un retard significatif sur les encaissements effectués. Est-ce que vous considérez qu'on peut aller plus loin dans le pilotage de la masse salariale? Et s'agissant de la dépense sociale, est-ce que vous considérez que le mécanisme d'alerte, qui a été, je crois, actionné une fois alors que vous étiez en responsabilité, est suffisant et permet de remédier en cours d'année, sachant qu'Antoine Armand nous a clairement dit hier que s'agissant des dépenses sociales, il n'y avait aucune pilotabilité, si je puis employer ce terme, en cours d'année. C'est toute la difficulté de la dépense sociale, qui est une dépense davantage de guichet, de manière générale. Ceci dit, il y a quand même au sein de la dépense sociale des aspects qui peuvent être mieux pilotés que d'autres. Le sujet de la masse salariale que vous avez évoqué est important. Il n'y a pas eu d'erreur de prévision sur la masse salariale en 2024, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les données mensuelles que l'on peut avoir, les remontées comptables, moi je suis profondément convaincu qu'on peut mieux les exploiter et mieux les utiliser avec des modèles prédictifs beaucoup plus puissants. Ça c'est une conviction personnelle sur ça, et c'est ce vers quoi, je crois, les administrations doivent aussi aller. Sur le mécanisme d'alerte concernant le déficit social complémentaire qui avait été découvert en fin d'année, oui, ça a été efficace, mais attention, je confère ce que je disais tout à l'heure sur les entreprises. Ce n'est pas sans conséquence, et donc il ne faut pas prendre ça comme un modèle absolu. Ce qui a été fait sur la clause de sauvegarde pour limiter le déficit à ce moment-là était nécessaire pour nos comptes publics, mais n'est pas un bon signal envoyé à nos industries, notamment de santé, en l'espèce, sur ce sujet-là. Donc il faut toujours aussi se rendre compte des externalités négatives que l'on peut créer avec le déclenchement de tels outils aussi tard dans l'année. Donc je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'était nécessaire pour notre équilibre financier, mais ce sont des décisions qui ne sont pas des décisions de confiance et positives pour notre tissu industriel. Voilà. Donc ce n'était pas mon rôle comme ministre des Comptes publics de mentionner cela, mais je vous le dis aujourd'hui. Il faut être vigilant aussi aux impacts que cela peut avoir sur les comportements d'entreprise, un peu de la même façon que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Donc on a des outils. Ce que moi, ça m'a appris, cette histoire de remontée alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail de pourquoi on l'avait observé. C'était en fait les remises sur médicaments qui avaient été bien inférieures à ce qui avait été fait des années précédentes et de ce qui avait été anticipé. Mais il nous faut absolument, au niveau de l'administration, notamment de la direction de la sécurité sociale, une capacité de pilotage bien plus tôt dans l'année de ce que vont être justement les atterrissages de fin de gestion et pas le découvrir au début du mois de décembre. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous pénalise collectivement et qui, derrière, fait prendre des décisions qui peuvent avoir des externalités négatives d'un point de vue économique et industriel. Merci. Votre réponse me fait rebondir sur peut-être ce que pourrait être un des apports du comité scientifique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, selon vous, des vecteurs d'amélioration, de coordination entre les administrations qui gèrent le pilotage de la dépense et de la recette? Vous évoquez la masse salariale qui est partagée, je crois, entre le Trésor et la direction de la sécurité sociale. Est-ce que vous avez rencontré, vous, des frottements, si je puis dire, entre les différentes administrations pour évaluer? Et de la même manière, comment pourrait-on améliorer la
prévision de recettes ou de dépenses, d'ailleurs, de mesures intervenues en cours de débat. Je pense notamment à la contribution sur les rentes inframarginales qui fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation. Oui, la réponse est oui à vos deux questions. Oui, il faut davantage rapprocher les données entre les administrations, c'est absolument essentiel. Oui, il faut rapprocher aussi, mais ça je le pense depuis très longtemps, depuis mes travaux sur la LOLF, il nous faut aussi rapprocher, et non pas fusionner, c'est pas ce que je dis, mais il nous faut rapprocher les administrations fiscales et sociales dans une logique globale de compte public et de prévision des comptes en général. Ça me paraît extrêmement important. Je l'ai dit à de multiples reprises pendant l'examen du budget. Tout le monde nous regarde, et surtout ceux qui refinancent notre dette, toutes administrations publiques. Personne ne fait la différence entre notre déficit social, notre déficit de l'État, l'État des collectivités territoriales. Pardon, mais tout ça, c'est la même dette à la fin qui est sollicitée auprès de nos créanciers. Et donc nous-mêmes, il faut qu'on prenne conscience de cela et qu'on soit plus efficace dans la capacité à croiser nos données, nos outils de prévision et évidemment rapprocher les administrations là-dessus. Pour votre deuxième question, oui, il faut évidemment être beaucoup plus court terme dans les remontées d'informations. Il nous faut avoir un comité mensuel toutes APU, donc toute l'administration publique, qui doit être fait notamment pour l'atterrissage de fin de gestion. C'est ce qu'on avait fait à partir de septembre avec tous les acteurs, et je crois que c'est quelque chose qui doit être systématisé, mensuel, toutes APU, pour avoir vraiment au fil de l'eau une compréhension des remontées de données, les croiser le plus possible et être en anticipation d'éventuelles erreurs d'appréciation, comme cela a pu être le cas. Vous avez cité la crime, j'ai cité le cas par exemple des remises sur médicaments. Bon, il peut y avoir des objets où à la fin, l'écart, il se compte en milliards d'euros. Et donc, les mesures pour les adapter, elles sont prises à court terme, donc souvent avec peu d'études d'impact ou pas assez d'études d'impact, et souvent avec des externalités négatives qui ne sont pas souhaitables. Et donc c'est comme ça, à mon avis, qu'il nous faut absolument nous mettre davantage dans une compréhension au mois le mois de ce qui va se passer dans les prochains mois sur chacune des lignes qui concernent nos comptes publics en général, et pas seulement les comptes de l'État. Merci beaucoup. Toujours dans cette logique d'appréciation toutes administrations publiques, vous l'avez dit, dans le sujet qui nous occupe, l'évolution de la dépense de l'État n'est pas en cause. Elle a même été améliorée, sous votre autorité d'ailleurs, en 2024 par rapport à 2023. Et hier, le ministre Armand nous a indiqué que entre juillet 2023 et septembre 2024, les 2 tiers de la dégradation de la prévision de déficit étaient liés à l'accroissement du besoin de financement des collectivités locales. Quel regard portez-vous sur cette appréciation et est-ce que vous considérez que le gouvernement a peut-être péché par prudence dans la mesure où les hypothèses de croissance de dépenses, notamment de fonctionnement retenues, étaient celles qui prévalaient avant la suppression du mécanisme de l'article 23 de la loi de programmation des finances publiques? Je ne sais pas si le gouvernement précédent a péché dans ses prévisions. Ce qui est vrai, c'est qu'on a observé effectivement une dépense locale plus importante. Probablement pas tant sur une question d'écart de prévision que finalement de calendriers qui sont croisés aussi. Un calendrier électoral lié à un décalage, là encore lié aux crises, sur les décisions d'investissement. Et donc le mandat 2020-2026 ne s'est pas comporté de la même façon que les mandats précédents, notamment sur le bloc communal. Et donc ça explique aussi en bonne partie que les décisions à la fois en fonctionnement et en investissement n'ont pas été tout à fait celles d'un cycle normal. Donc elles ont été plus importantes effectivement en 2024. Même si j'ai bien compris, même si les chiffres sont sortis après mon mandat, que les dépenses finalement ont été moins importantes que ce qui avait pu être attendu sur la fin de l'année 2024. Mais plus importantes, vous avez raison, que les prévisions initiales là-dessus. Donc oui, c'est vrai que la dépense locale a été une des raisons de l'accroissement du déficit en 2024, nous l'avons dit. Nous ne l'avons jamais fait en ce qui concerne le gouvernement de Michel Barnier en accusant, nous l'avons fait en constatant, et nous l'avons fait peut-être en regardant aussi différemment à nouveau les calendriers d'investissement et de dépenses de fonctionnement des collectivités qui étaient probablement à repenser au vu à la fois des crises et du cycle électoral tel que modifié. Merci beaucoup. J'ai une dernière question plus
d'ordre macroéconomique. Vous avez évoqué les chocs exogènes qui ont perturbé les modèles de prévision et l'impact de la crise sanitaire, en rappelant d'ailleurs que le sujet qui nous incombe n'est pas tant un sujet de prévision de croissance qu'un sujet de transmission de cette croissance, notamment en matière de recettes. Est-ce que vous considérez que la perte de productivité de l'économie française, que révèle l'INSEE, notamment depuis la crise sanitaire, a pu jouer un rôle et a pu rendre, dans le fond, je dirais, la croissance un peu moins juteuse en recettes qu'elle ne l'était auparavant? La réponse est oui. Et la réponse est aussi du fait que nous avons encore une fois, mais comme beaucoup d'autres pays l'ont fait, et il fallait le faire, nous avons mis des mécanismes de maintien d'activité économique. Il faut bien comprendre que quand on met des mécanismes de maintien avec de l'argent public, vous ne créez pas les mêmes conditions de recettes que la croissance que vous permettez de poursuivre. Donc il y a ce hiatus-là qui avait été anticipé. Il ne faut surtout pas laisser penser que cette élasticité-là n'a pas été anticipée. Elle a juste été différente de la courbe initialement prévue, parce que je considère en toute objectivité que c'est extrêmement complexe sur une crise qui n'a jamais eu cette ampleur-là, de savoir précisément comment vont se comporter justement les différences entre croissance et recettes fiscales. Mais la productivité, c'est le même problème, effectivement. C'est-à-dire que plus vous perdez de la productivité, plus vous créez ce hiatus-là aussi. C'est la même logique. Donc la réponse est oui, et c'est pour ça, on ne peut pas rentrer dans ce débat politique, ce n'est pas l'objet ici, mais c'est pour ça justement que, aussi pendant ce débat budgétaire 2025, a été mis sur la table la question du temps de travail, a été mis la question de la productivité, qui est en France et en Europe, il faut le regarder aussi à l'échelle européenne, probablement l'un des plus gros défis des prochaines années dans la compétition économique mondiale. Là, c'est plutôt mon nouveau portefeuille qui parle. Merci. David Guiraud. Ah non, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Oui, Madame Roy, pardon, excusez-moi. Oui, Monsieur le Ministre, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Ministre, je viens de vous entendre dire, à propos du prix des médicaments, qu'il y avait eu des variations de prix qui n'avaient pas été suffisamment anticipées. Ça me permet de vous poser, en rebondissant sur cette idée, la question, un budget, on est tous d'accord pour dire que c'est des prévisions. Dans un monde normal, dans les entreprises, mais à mon avis, c'est encore pire pour le budget de la France, lorsqu'on fait des prévisions, on les surveille. On les surveille au jour le jour ou au mois le mois. Ce que moi, je ne m'explique pas, depuis que j'entends toutes les auditions, c'est que sur les dérapages qui ont forcément été constatés, il n'y a eu jamais aucune correction. Et je ne veux pas entendre que les dérapages ne pouvaient pas être connus au fur et à mesure. Par exemple, la TVA, elle est connue des services fiscaux au mois le mois, puisque toutes les entreprises doivent les déclarer au mois le mois et les payer au mois le mois. Donc on sait aussi, par exemple, qu'il y a des baisses de consommation et donc des augmentations d'épargne, forcément. Les DMTO, on a aussi beaucoup parlé d'une prévision très optimiste sur les DMTO. Mais les DMTO, à l'époque, la télévision parlait sans arrêt du blocage du marché immobilier, de l'augmentation des emprunts, de la baisse des prix de l'immobilier. Donc venir dire un an après, on ne pouvait pas deviner, c'est pas vrai, c'était toutes les semaines que tout le monde en parlait. Alors j'en arrive à ma conclusion, et pardon d'être aussi franche, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait eu à l'époque, au mieux, une volonté délibérée de ne pas vouloir voir, et éventuellement une volonté de cacher à la France la situation? J'ai fini. Votre micro, s'il vous plaît. Merci, Madame la députée. J'ai répondu tout à l'heure, effectivement, à cette problématique. Je ne crois pas qu'il y ait eu, même si ce n'est pas sur ma période de ministre que je réponds, mais je ne considère pas, moi, pour les 3 mois que j'ai exercé, qu'il y ait eu un optimisme coupable, puisqu'il y avait eu avant, finalement, on aurait pu à ce moment-là le reprocher, un pessimisme coupable dans ce cas-là. Souvenez-vous, les recettes fiscales sur 2021-2022 sont supérieures et bien supérieures à la prévision. Donc là, c'est l'inverse. Il n'y avait pas assez de rentrées prévues par rapport au réel. Donc c'est bien la forme de la courbe qui a été différente.
avec une moyenne finalement à la fin assez proche de la prévision là-dessus. Mais là où je vous rejoins, donc la réponse est non par rapport à votre question. Je ne considère pas qu'il y ait eu des choses cachées, des choses. Ce que je considère en revanche, c'est que la différence entre le niveau de croissance et le niveau de recette, donc cette élasticité, ne s'est pas comportée de la même façon que ce que les prévisions avaient estimé. C'est-à-dire, ils pensaient d'abord que ça serait, en gros, pour le dire très schématiquement, une courbe comme cela, et elle est partie comme cela. Donc ça, c'est vrai que ça a créé des hiatus et des différences importantes de recettes, d'abord à la hausse, puis après fortement à la baisse. Et je ne dis pas que ce n'est pas un problème, c'est un problème. Et donc on a besoin de resserrer effectivement les prévisions au maximum. Vous avez raison, les prévisions par exemple sur les comptes sociaux et le cas du médicament que j'ai évoqué, pour moi, sont trop tardives. Ça nous a, souvenez-vous, fait avoir des réactions immédiates. Donc ça, je m'en félicite parce qu'il nous fallait l'avoir, notamment sur la clause de sauvegarde. On a limité le déficit que cela a créé, mais il nous faut avoir des remontées de données plus fréquentes. Et c'est pour ça que je citais à la fois la nécessité de rapprocher les données sociales des données fiscales, ça me paraît extrêmement important, et d'avoir justement des remontées mensuelles le plus possible sur les données permettant de construire des modèles de temps long. Et ça, c'est le comité scientifique justement qu'on avait mandaté avec Antoine Armand qui est chargé de le faire. Ce que je peux juste vous dire enfin, c'est que la notion de réaction et de correction concernant mon mandat de 3 mois, non seulement j'ai toujours été très transparent sur les données que j'avais à disposition, sur le cas du médicament, je l'ai donné le soir même. Dès que j'ai eu l'information, le soir même, aux 2 commissions des affaires sociales et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et j'ai annoncé les décisions que nous allions prendre pour essayer de corriger au mieux, et sur 2024 et sur 2025, les conséquences que cela crée. Comme je l'ai dit à monsieur le rapporteur, ces conséquences, elles ne sont pas neutres pour certains acteurs, notamment comme les industries de santé, qui voient à travers la clause de sauvegarde parfois un coup de canif dans le contrat de confiance qui avait été fait avec elle. Et donc, ce n'est pas totalement neutre. Et donc, plus on a de la prévisibilité en amont, plus on a de la remontée de données régulières, fréquentes, moins on a à prendre des décisions qui, elles, peuvent avoir des externalités négatives très problématiques. Donc là-dessus, sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous. Monsieur Guiraud. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, il y a toujours des déclarations qui m'étonnent dans le débat public. Il n'y a pas de baisse des recettes. Moi, je le dis souvent, il y a des transferts de recettes, mais il n'y a pas de baisse de recettes. Les recettes issues des impôts sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Donc, c'est juste qu'il y a un choix politique qui est fait de les extraire du budget de l'État. S'agissant de l'absence de projet de loi de finances de PLFR, Bruno Le Maire impute cette responsabilité-là à Emmanuel Macron. La question, c'est vous, quand vous arrivez en automne, vous avez, en première intention, on va dire, proposé quelques mesures de justice fiscale qu'on a estimées très maigres, mais vous proposez des mesures. Et puis au final, d'ailleurs, vous êtes critiqué là-dessus, y compris par monsieur Le Maire et d'autres membres de la majorité présidentielle. Vous êtes critiqué par cela. Et au final, on n'a pas de PLFR qui est déposé. Comment ça se passe dans les discussions quand même? Parce que vous étiez pour faire ces mesures, si on a bien compris, si on a bien suivi. Comment ça se passe pour que quelque part, mettez-y le mot que vous voulez, soit vous renonciez, soit vous changiez d'opinion. Pourquoi est-ce que vous êtes dissuadé quelque part de déposer un PLFR? Quel est le schéma de décision? Est-ce que c'est une décision personnelle prise sans aucune discussion avec personne? C'est quand même aussi un peu difficile à croire. Comment ça se fait? Comment le schéma de décision se fait? Avec quelle discussion et avec qui? C'est une décision qui se prend de la façon la plus classique possible, c'est-à-dire un arbitrage de Matignon, qui, moi, me convenait, et qui a été pris très tôt. Monsieur Guiraud, je l'ai dit tout à l'heure, je suis l'auteur, le co-auteur avec Éric Woerth de la loi rectificative de la LOLF de 2001. L'une des grandes avancées à mes yeux de cette nouvelle LOLF, c'est qu'il n'y a plus de PLFR de fin de gestion, mais c'est un PLFG de fin de gestion, qui permet justement de ne pas avoir à rouvrir un débat fiscal en même temps que le débat fiscal se tient pendant le projet de loi de finances. Donc on ne rouvre pas de dispositions fiscales en fin d'année. C'est important pour la clarté des débats, c'est important aussi pour les acteurs, qu'ils soient ménages ou entreprises, qui sont concernés, même collectivités, par ces mesures fiscales. Et à mes yeux,
on n'ouvre pas un PLFR en fin d'année. Voilà. Et donc, c'est l'arbitrage qui a été rendu. Vous me demandez les voies et moyens de l'arbitrage plus classique possible. C'est un arbitrage de Matignon qui a été rendu et qui convenait aussi à ma conviction, c'est-à-dire que c'était par le freinage de la dépense publique que devait se passer le ralentissement au maximum de l'augmentation de la dépense publique sur la fin d'année 2024. Et donc, pour réduire au maximum le déficit, nous l'avions estimé à 6,1, il finira finalement autour de 6%. C'est tout? Monsieur Mandon. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais, écoutez, c'est toujours utile de revenir sur le passé, même récent. Je dois dire que je vous ai beaucoup écouté, notamment sur les derniers éléments d'appréciation par rapport à la nouvelle LOLF. C'est vrai que parfois les gouvernements se donnaient, et les majorités se donnaient cette souplesse, cette agilité peut-être de travailler sur le PLF et en même temps sur un autre texte. Mais en tous les cas, ça crée une réelle instabilité et un manque de visibilité pour les acteurs économiques. Alors, sur les prévisions de recettes, moi, je dois dire que je reste très sceptique dans la mesure où tous les outils qu'on nous cite, quand on n'est pas utilisateur soi-même, qu'on ne les a pas pensés et qu'on a peut-être une mauvaise compréhension de leur utilité, je suis très prudent parce que j'avoue la pleine incompétence. Je dois dire que sur les projections 2025, est-ce que vous avez été très concrètement actif pour éviter des reproductions d'erreurs? Est-ce que vous avez le sentiment, si vous pouvez nous rappeler ça de manière synthétique, ça peut être utile à ce stade. C'est quoi la question? La question, elle est toute simple. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les éléments que vous avez, les décisions que vous avez pu prendre pour qu'on ne retombe pas dans des erreurs pour 2025? Je l'ai posé. Oui, je crois y avoir effectivement répondu. D'abord, je pense qu'il faut toujours être très transparent sur les informations que l'on a à disposition auprès du Parlement. C'est extrêmement important. Je l'ai toujours fait dès le premier jour de ma prise de fonction. Je l'ai fait au fil de l'eau, être très transparent sur l'évolution des recettes, à la hausse ou malheureusement, hélas, parfois à la baisse, les mesures de correction que l'on prend. Donc ça, déjà, je crois que c'est un point extrêmement important. Après, il faut être en capacité à réagir très vite quand il y a des erreurs entre la prévision et le réalisé, quand on les connaît. Il faut travailler avec les administrations pour resserrer beaucoup plus la nécessité de les faire travailler ensemble sur ces sujets et de remonter beaucoup plus régulièrement les informations. Je répète qu'à partir du mois de septembre, nous avions créé ce comité justement des remontées d'informations toutes à pu. Donc ça, c'est très important pour moi. Quand on est ministre des Comptes publics, on a à la fin un solde public. Et en fait, encore une fois, peu vous importe la partie État, la partie Sécu, la partie collectivité. Ça vous importe, vous êtes des commissaires aux finances et qu'on travaille effectivement avec les différentes administrations publiques. Mais à la fin, c'est un déficit public qui doit être lui-même considéré comme étant responsable de ce qui nous fait refinancer notre dette. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le comité scientifique qu'on a créé avec Antoine Armand, qui est toujours en place, qui a donc rendu ses premières recommandations et ses premières conclusions, et qui, je l'espère, pourra continuer à travailler sous l'autorité des actuels ministres de Bercy. Je vous remercie. Est-ce que, par rapport à ce dernier comité, le comité scientifique, est-ce qu'il dispose de quels moyens dispose-t-il? Il dispose de moyens de soutien des administrations à Bercy, notamment de l'inspection générale des finances, mais évidemment aussi du soutien de l'ensemble des administrations concernées, donc la direction générale du Trésor, bien sûr, la DGFiP, la direction du budget, et il le faut aussi, je l'espère, travailler avec les administrations sociales, en cohérence avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc voilà le cadre de travail qui est celui de ce comité et de ce conseil scientifique. Et si demain, il peut être musclé pour avoir effectivement toujours plus de capacité à croiser
les modèles scientifiques avec la connaissance de nos administrations, c'est toujours, je crois, un chemin positif. Mais pour vous, ce comité doit être pérennisé. Oui. Et même renforcé, je pense. Autre question sur la dépense locale. On a compris le rôle des calendriers, notamment pour le bloc communal, si je reprends d'ailleurs les termes que vous avez utilisés. Mais derrière tout ça, on est obligé de repenser la relation État-collectivité territoriale. Oui, là, Monsieur Mandon, vous rentrez dans un débat politique sur lequel je m'aventurerai peut-être pas ce matin ici. Surtout que je crois avoir à plusieurs reprises donné ma position. Oui, effectivement, la relation entre l'État et les collectivités, notamment d'un point de vue fiscal, mais pas que, aussi d'un point de vue des compétences, est un grand sujet complexe, qui nécessite un débat politique, je crois, global. La seule chose que je vais vous dire, puisque je ne crois pas être dans ma compétence en répondant à ça ce matin, c'est qu'il y a deux rapports que je trouve de très bonne qualité. Premièrement, celui d'Éric Woerth, deuxièmement, celui de Boris Ravignon. Et une mission avait été confiée d'ailleurs, signée par moi-même et par Catherine Vautrin à Boris Ravignon, pour faire une saison 2, justement avec Éric Woerth, de ce travail, de repenser non seulement les enjeux de finances locales, mais pas que, au-delà de la relation entre l'État et les collectivités. Mais bien sûr que c'est les sujets de décentralisation, les sujets de compétences et donc les sujets de financement des collectivités, que ce soit par fiscalité propre ou pas, l'autonomie fiscale versus l'autonomie financière, tous ces débats-là sont des débats évidemment extrêmement importants dans notre pays. Voilà. Mais je n'aurai pas la prétention d'y répondre ce matin et encore moins dans ce cadre-là. Mais ce n'était pas mon intention, mais je vous remercie de cet apport. J'avais une question peut-être un peu plus transversale. Finalement, dans la situation d'urgence que vous avez eu à gérer, le temps très contraint, quelle appréciation vous portez par rapport à votre marge d'action comme ministre sur un sujet aussi délicat que celui-ci et sur une fin d'exercice? Ce qui est vrai, c'est que le calendrier pour construire le budget était plus court, beaucoup plus court, qu'à l'accoutumée. Heureusement, et je le dis vraiment sincèrement, heureusement que les lettres plafonds avaient été préparées par le gouvernement précédent. Ça avait permis quand même d'envoyer un certain nombre de cadres aux administrations des ministères concernés, d'anticiper, et nous nous sommes basés sur ces lettres plafonds qui prévoyaient une économie de 15 milliards d'euros. Nous en avons rajouté 5 pour atteindre un quantum sur le budget de l'État d'économie de 20 milliards d'euros à ce moment-là. Sur la partie fiscale, nous l'avons construite effectivement intégralement, avec un délai très court. Mais sur la question qui est la vôtre de savoir quelle est la marge de manœuvre, si je reprends vos termes du ministre là-dessus, c'est celle d'un ministre du budget et des comptes publics, évidemment en lien permanent avec le ministre des Finances, et évidemment sous l'autorité du Premier ministre, de façon très classique. Pendant l'examen du budget, je n'ai pas souffert d'incapacité de proposition, de prise de décision, d'orientation. Là n'était pas la question. La question était plutôt dans la préparation du budget, effectivement. La préparation du budget a été faite sur un calendrier trop court par rapport à... Et d'ailleurs, souvenez-vous, ça nous avait fait décaler la présentation en Conseil des ministres et devant votre commission de 10 jours. Donc on était dans un calendrier qui était beaucoup plus contraint qu'à l'accoutumée. Et ça, je ne vais pas vous dire que ce sont des bonnes habitudes à prendre, ça c'est sûr. Merci. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi de mon retard. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette audition. J'aurais deux questions qui sont particulièrement, je pense, intéressantes pour nos travaux par rapport, en tout cas pour ma réflexion, par rapport à votre expérience à la fois de rapporteur général puis de ministre, découvrant, si je puis dire, les effets différés de ces temps de politique. Le premier, c'est sur la dette. Je pose de manière très récurrente la question de la hausse des frais, je vais y arriver, de la charge de la dette, excusez-moi, je suis fatigué, de la charge de la dette qui est très faible pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron et votre mandat de rapporteur général du budget. Mais on sait que cette faiblesse est conjoncturelle, qu'elle est liée à une politique temporaire de la Banque Centrale Européenne, absolument pas au mérite. D'ailleurs, ce n'est pas les vôtres, c'est l'héritage, pour le coup, vous avez des mandats précédents.
mais que ça va cesser. Et en fait, dans les différentes auditions que l'on a faites, je ne sais pas si vous avez vu, chaque fois que je pose cette question de est-ce qu'il existait à Bercy un plan de sortie, ou, à défaut d'un plan de sortie, au moins une réflexion autour de la temporalité de ces taux d'intérêt bas et qu'il fallait un jour en sortir et que le jour où on en sortirait, évidemment, sans aller d'ailleurs à des taux très hauts, puisqu'en fait on reste à des taux qui sont historiquement moyens sur la longue durée, bon, bah, la charge de la dette passerait de 15-20 à 40, puis 60, et puis malheureusement ensuite à 80 milliards si on ne fait rien. Et en fait, bah, l'écart très rapide, hein, puisque les taux augmentent de manière très très rapide à partir de juillet 2022, bah, il se retrouve aussi dans la dérive budgétaire. C'est juste qu'on n'a pas absorbé par des économies cette hausse des hauts taux de la charge de la dette. Pardon. Donc est-ce que vous, de votre point de vue ministre, quand vous arrivez, est-ce que c'est une question dont on vous parle? Parce qu'on a l'impression que c'était vraiment un non-sujet. Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été prévues? Ou est-ce que ce qui vraiment m'inquiète en fait depuis les débuts de ces travaux, le caractère conjoncturel de ces taux bas avait en fait été considéré comme structurel dans la façon d'organiser, de penser le budget depuis 7 ans? Bon, vous me posez une question sur laquelle je ne peux pas avoir une réponse complète parce que ce sont sur des périodes dans lesquelles j'étais pas en exercice pour beaucoup. Ce qui est vrai, c'est que l'anticipation de la hausse des taux a quand même eu lieu. Elle a été anticipée dans les prévisions d'augmentation du service de la dette. Est-ce qu'elle a été au bon niveau? Ça, il faudrait regarder précisément sur les différents exercices budgétaires, mais elle a été anticipée. Elle n'a pas été ignorée. En revanche, là où vous avez parfaitement raison, c'est que moi je me souviens quand j'étais rapporteur du budget, on avait une charge de la dette dans le budget 2021 de mémoire. On était un peu en dessous de 30 et on allait vers une tendance en dessous de 20. Ça allait très vite. On gagnait de l'argent en empruntant. Et donc j'avais fait un rapport sur la dette d'ailleurs à l'époque là-dessus, en alertant sur le côté un peu addictif de l'emprunt à taux négatif pour pouvoir financer des politiques publiques de relance nécessaires, mais qu'il nous fallait anticiper effectivement la fin d'une politique de quantitative easing particulièrement offensive, nécessaire en ce temps-là, mais qui ne pouvait pas durer éternellement. Et donc vous avez parfaitement raison dans votre propos, il y a eu un retournement des taux qui était anticipé. Vous avez aussi raison de dire que les taux ne sont pas particulièrement élevés, c'est pas vrai, ils sont beaucoup moins élevés qu'aux États-Unis par exemple ou au Royaume-Uni. En revanche, sur notre budget de l'État, à partir du moment où structurellement on est déjà déficitaire, eh bien oui, ça vous crée une aggravation de votre déficit chronique qui est trop importante. Et donc quand nous avons présenté le budget le 10 octobre 2024, en 2025, je l'ai dit, il y a une part trop importante de notre budget d'État qui est consacrée au remboursement des intérêts de la dette. C'était à l'époque, je crois, le deuxième budget, si je ne dis pas de bêtises. Si on continue comme ça, il peut passer premier. Il peut passer premier. Et donc, la réduction de la dépense publique, la capacité à être plus efficient en termes de dépenses publiques, ce n'est pas qu'une question morale et politique, c'est aussi une question de réalisme par rapport à ce que nous coûte aujourd'hui notre dette. Et c'est-à-dire que plus nous creusons notre déficit, plus nous aggravons ce problème-là. Et donc, réduire le déficit, c'est d'abord se donner les meilleurs moyens de ne pas consacrer trop d'argent au remboursement des intérêts de la dette. Et puis c'est surtout, à moyen et long terme, se protéger justement de ces chocs de taux que je citais régulièrement. De mémoire, un choc de taux d'1 point, c'est 3,5 milliards la première année, c'est près d'une vingtaine de milliards à 5 ans et c'est 30 milliards à 9 ans. Je crois que c'était ça les ordres de grandeur. Il faut bien se rendre compte, c'est tout cet argent-là qu'on ne peut pas mettre dans nos politiques publiques ou dans la protection sociale ou pour nos collectivités territoriales. Donc l'anticiper, oui, ça a été fait. Est-ce que ça doit devenir un débat central au Parlement et dans notre pays? Moi, politiquement, je crois que oui. C'est pour ça que dans la modernisation de la LOLF, j'avais proposé qu'il y ait un débat annuel sur la dette qui a lieu maintenant, et je m'en félicite. Mais le sujet, ce n'est pas la dette en tant que telle, ça je l'ai toujours répété, c'est le coût des 3 300 milliards de dettes, c'est ni bien ni mal, c'est pas ça la question. La question, c'est qui veut bien nous la financer? À quel coût? Et a-t-on les moyens de refinancer ces intérêts de financer ces intérêts de la dette? Voilà. Et donc, vous avez des pays qui sont plus endettés que nous en part de PIB, ce n'est pas forcément un problème par rapport à leur propre modèle. Nous, ça en devient, hein, parce qu'on ne sait pas équilibrer notre propre modèle social. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de dire pendant ces 3 mois de budget, et c'est pour ça que j'étais aussi insistant sur la nécessité
de réduire rapidement notre déficit public à 5% en 2025. Ce n'était pas des théories de grands orthodoxes budgétaires. Hein. C'était vraiment une nécessité, justement, sur ce sujet des intérêts de la dette. C'est bon? Allez-y, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Deuxième question. Juste la référence du rapport, enfin, sauf s'il est encore en ligne, facilement accessible, mais ça m'intéresse parce que c'est la première fois qu'on parle de ce rapport qui, finalement, peut être intéressant. Le rapport sur la dette? Oui. Merci beaucoup. Non, ma deuxième question, c'est que dans les rapports de la Cour des comptes, sur lesquels je travaille beaucoup sur nos travaux, une fois plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est la double expérience rapporteur général du budget de la majorité, avec à l'époque une vraie majorité et tous les pouvoirs, sauf le Sénat, et votre expérience de ministre 2 ans après que vous soyez plus député. Sur les dépenses, la réduction structurelle des dépenses, sincèrement et sans esprit de polémique, vous prenez tous les rapports de la Cour des comptes, hors celui de 2020, pardon, ils alertent tous sur l'absence de réformes structurelles sur les dépenses, tous. Et c'est écrit comme ça dans les rapports. Je n'ai pas le temps de les citer, mais je vous jure qu'ils sont tous écrits comme ça. Donc, de votre point de vue de rapporteur général, si je retire la réforme des retraites, parce que même si la réforme des retraites avait eu son effet ou aura son effet, il reste franchement au moins 4 points de déficit, 4 points de PIB de déficit. Hein. Bon. Donc on enlève cette réforme-là, il y a toujours 4 points de déficit à régler. C'est quoi les grandes réformes structurelles de baisse des dépenses engagées pendant 5 ans et qui auraient dû avoir de l'effet entre 2022 et aujourd'hui? Moi, j'en vois pas. Et la Cour des comptes, franchement, n'en cite aucune. Bon, je ne peux pas répondre à cette question, non pas pour l'éviter, mais parce qu'effectivement, on est un peu, je crois, hors du cadre là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous rejoins sur la nécessité d'avoir des réformes structurelles dans notre pays, et ça, encore une fois, ça avait été dit. Michel Barnier avait toujours eu un calendrier très clair comme Premier ministre. D'abord, se doter d'un budget pour la France et présenter un calendrier de réformes structurelles pour le pays. Bon, malheureusement, la deuxième étape n'a pas été rendue possible. Je crois toujours que nous avons besoin d'un calendrier de réformes structurelles dans notre pays, à commencer par quelque chose qui me paraît tellement évident que je suis toujours surpris qu'il faille en faire un grand débat dans le pays, ça s'appelle équilibrer notre assurance vieillesse. Et quand je vois un certain nombre de groupes politiques, dont le vôtre, qui veut revenir sur une réforme des retraites qui, est une réforme structurelle de premier niveau, qui est une réforme structurelle permettant de commencer à équilibrer les comptes, qui ne va pas au bout, et qui commence à équilibrer les comptes, eh bien, je me dis qu'on est encore très loin. Donc on a besoin, effectivement, il y a eu d'autres réformes structurelles qui ont été faites par les gouvernements précédents, je pense notamment aux différents décrets qui ont été pris sur la réforme de l'assurance chômage, par exemple, et il y a eu un certain nombre d'autres réformes. On pourrait revenir au tout début du premier mandat d'Emmanuel Macron, par exemple, sur les réformes sur le logement, sur les réformes sur le travail, qui ont permis de faire des économies et d'avoir une action publique renforcée, mais ça serait un débat large là-dessus. Sans esprit de polémique moi-même, retenez de ma réponse que oui, il faut plus de réformes structurelles dans notre pays en général, ça c'est sûr, mais que pour ça, il faut avoir un calendrier qui soit permis, ça n'a pas été le cas, et il faut aussi peut-être ne pas faire toujours des allers-retours sur ce qui a été fait et qui permet d'améliorer les comptes de l'État, comme je le vois sur les multiples débats que votre niche ou la niche de la France Insoumise ou la niche peut-être d'autres groupes ont proposé de faire sur la réforme des retraites. Pour ça, il faudrait que ça ait été voté un jour. Il y a quand même la liberté des parlementaires de revenir sur une décision qui n'a pas été votée, Monsieur le ministre. Bon, j'ai 4 questions à vous poser en rebond par rapport à ce qui a été dit, notamment sur la question des chiffres connus et des chiffres annoncés publiquement. Le 16 février, il y a une note du Trésor qui indique que pour 2023, le solde va être de moins 5,6 et que la prévision sera de moins 5,7% pour 2024. Le 18 février, Bruno Le Maire devant TF1 annonce moins 4,4, maintient ce chiffre, et 2 jours après, Thomas Cazenave le fera. Quand on a parlé à Bruno Le Maire, sa réflexion a été de nous dire je ne vais pas à ce moment-là annoncer le chiffre que me donne la direction du Trésor parce que ça voudrait dire que je renonce à la réduction du déficit à 4,4. Bon, soit. Je remarque juste que, vu que la réduction des déficits annoncée par la note du Trésor du 16 février tenait déjà compte de l'annulation des crédits qui avait été faite et qu'aucune autre décision était prise concrètement pour ça, de facto,
on peut estimer que c'est plus de la méthode Coué qu'autre chose. Mais il l'assume, pourquoi pas. Moi, ma question, j'ai posé la question à Michel Barnier, qui en gros, sur cette différenciation entre ce qu'on annonce et ce qu'on connaît, de manière, quand c'est pas des estimations, mais c'est des choses concrètes, lui expliquait qu'il était pour que, une fois que c'était bien vérifié, les ministres annoncent la vérité, quitte même après à dire on veut essayer de l'éviter, mais annoncent la vérité. Vous, quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de la méthode de faire? Sur la transparence des chiffres qui sont remontés? Oui, c'est-à-dire sur comment vous voyez la chose. Bon, vous n'avez pas eu trop de temps de continuer à être ministre, enfin, ministre des Finances, bien sûr, vous l'êtes toujours, mais vous voyez ça comment, vous? Je crois. Ça m'intéresse d'avoir votre. Oui, j'espère avoir répondu dans mon propos liminaire. Rien en soi ne m'obligeait, quand je suis venu devant la commission des finances, je ne sais plus quel jour c'était, le 25 ou le 29 septembre, donc vraiment au tout début, vous vous souvenez, c'était votre toute première. Vous avez 3 jours qu'on était ministre avec Antoine Armand. Rien ne m'obligeait de venir avec, effectivement, ces premières prévisions. J'aurais pu les garder pour le PLF, etc. J'ai tout de suite voulu dire que le déficit tel que nous, on avait ces informations, risquait d'être autour de 6%. Voilà. Parce que pour moi, c'était la condition de travail nécessaire avec l'ensemble de la représentation nationale et au-delà du pays pour pouvoir présenter un budget dans un contexte et dans un cadre qui devait être clair. Voilà. Donc moi, je suis évidemment... Mais à nouveau, c'était parce que j'avais des informations qui étaient celles-ci à ce moment-là. Je ne les aurais pas eues début septembre, puisque ces notes du Trésor n'existaient pas à ce moment-là. Voilà. Donc moi je suis pour, et je l'ai toujours été parce que peut-être j'ai été moi-même rapporteur général du budget, que j'ai toujours été très soucieux de la transparence et de la transmission d'informations du gouvernement vers le Parlement. Je pense que c'est un gage de qualité de travail et un gage aussi pour le gouvernement lui-même de capacité de conviction de ses propres décisions politiques derrière. Nous avons besoin d'être d'accord sur le cadre de travail. Et donc, dès que j'ai reçu ce cadre-là, comme Michel Barnier l'a fait, dès qu'il l'a reçu, on vous l'a transmis, on vous l'a exposé. Donc moi, je suis plutôt, effectivement, toujours favorable à transmettre les informations dès qu'elles sont connues. Et je reviens sur l'exemple du 1,2 milliard d'euros de dérapage des comptes sociaux, le soir même, avant même que la décision définitive de correction soit prise, le soir même, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'ensemble des commissions concernées. D'abord les affaires sociales parce que c'était un sujet PLFSS, mais j'ai proposé à toutes les commissions d'avoir ce niveau d'information-là. Ok. Est-ce que vous pensez que les notes de trésor devraient être transmises de manière plus importante, au moins par exemple au président de commission des finances, au rapporteur? Non, là aussi, c'est un sujet que j'avais bien travaillé dans la révision de la LOLF. Je crois que le droit est bien fait, le droit organique est bien fait. Vous avez des pouvoirs comme président, comme rapporteur général et comme rapporteurs spéciaux qui sont tout à fait légitimes et, à mon avis, suffisants. Ce qui compte, c'est de respecter la séparation des pouvoirs dans le calendrier qui est aujourd'hui celui prévu justement par le législateur organique. Et je crois que cela doit rester en l'état, c'est-à-dire capacité à avoir les informations en temps voulu, et puis que l'exécutif puisse préparer en amont le travail qui est le sien, c'est-à-dire celui de proposer au Parlement, à travers un projet de loi, des décisions qui seront celles appliquées si le Parlement convient. Je reviens souvent à cette épure-là. L'exécutif propose, le Parlement dispose, et c'est particulièrement vrai en loi de finances. Et après, le travail de contrôle, il est bien encadré, je crois, et par la Constitution et par la LOLF. Je crois qu'aujourd'hui, on a un texte qui me paraît très satisfaisant en l'état. D'accord. Ici même, Pierre Moscovici a, on va dire, milité pour que le HCFP ait plus de moyens, également, entre guillemets, enfin, je généralise comme ça, c'était pas dit comme ça, mais plus de pouvoir en termes de contrôle, de prévision, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être le cas pour le Parlement? Est-ce qu'on ne devrait pas être plus outillé, plus armé là-dessus? Le Parlement, à mon sens, doit être plus outillé sur l'évaluation des politiques publiques. Ça,
Je ne sais pas si vous ferez, par exemple, le printemps de l'évaluation. J'imagine que oui, cette année-là. Mais pour moi, il faut, ça aussi c'est une conviction de longue date, quand j'étais parlementaire, il faut que le Parlement soit plus musclé dans sa capacité d'évaluer les politiques publiques. Ça, c'est très clair. Parce que de la bonne évaluation, derrière, s'améliore la capacité d'autorisation. C'est vraiment, c'est le cercle vertueux qu'il faut absolument réussir à engager. Et il faudrait même passer plus de temps à évaluer qu'à autoriser. Là, j'en suis profondément convaincu. Franchement, on autorise bien, notamment dans les missions, on autorise bien quand on sait exactement comment ont été exécutées l'année d'avant ces mêmes missions. Or, je trouve, à titre perso, qu'on fait trop de débats politiques autour des missions et pas assez de débats de soucis de bonne exécution. Je ne dis pas que le Parlement doit devenir une chambre purement technique, elle doit rester une chambre qui mélange technique et politique, mais la connaissance et le gros travail d'évaluation, et il y a d'autres pays qui le font mieux, parce qu'ils sont mieux outillés là-dessus. Moi, ça a toujours été ma conviction là-dessus. Un Parlement fort en évaluation, ce n'est pas un exécutif qui s'affaiblit. Un Parlement fort en évaluation, c'est une capacité justement à avoir un niveau de dialogue, à mon avis, renforcé tout au long de l'année. Bien, puis j'ai une dernière question. Vous avez vous-même relevé tout à l'heure que votre tutelle, c'était Matignon et non pas le ministre de l'économie et des finances. Pourquoi ce choix a été fait? Parce qu'il est quand même assez... j'ai regardé un peu les différents exemples sur la Ve République, puis il est quand même assez rare. Et est-ce que vous estimez que c'est plus performant? Comment vous voyez ça? Bon, alors en fait, il y a deux choses. Il y a le titre et ce que ça confère en réalité en termes de décret d'attribution. Le titre, effectivement, avait une valeur politique. Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget des comptes publics, d'abord pour insister sur la priorité qui était ce budget-là, pour le gouvernement de Michel Barnier, pour le Premier ministre qui était Michel Barnier. Et je pense que c'était une bonne initiative. Après, qu'un ministre du budget soit un ministre de plein exercice aux côtés du ministre de l'économie et des finances, c'est quelque chose qui s'est fait à plusieurs reprises. Le dernier en date, c'était Gérald Darmanin entre 2017 et 2020, par exemple. Et donc ça, c'est pas quelque chose de particulièrement innovant. Ça arrive régulièrement sous la Ve République. Puis parfois, c'est le choix d'un ministre délégué. Bon, ça, c'est la composition d'un gouvernement qui est souveraine auprès du Premier ministre et du Président de la République. Et donc, à la fin, ce qui compte, c'est les décrets d'attribution. Dit autrement, j'étais un ministre de plein exercice. Et comme tout ministre de plein exercice, je rapportais directement à Matignon. C'est la tutelle de tous les ministres, Matignon, de fait. Bon. Et donc, ça n'avait pas d'incidence de fonctionnement différent par rapport à un ministre de plein exercice en charge du budget et des comptes publics. Par contre, la valeur symbolique et la valeur politique que créait le titre de ministre auprès du Premier ministre avait, je crois, son importance. Ok. Monsieur le rapporteur, vous avez des questions supplémentaires. Merci, monsieur le ministre. Merci.